À Fort Myers, en Floride, un meurtrier avoue un crime horrible, mais les policiers ne parviennent pas à retrouver le corps de la victime. On ne peut inculper et emprisonner un tueur sans preuve. Pour obtenir ces preuves, les spécialistes en criminalistique sont forcés de chercher des indices à même les cadavres des victimes. Ils se réfèrent à des études scientifiques sur les divers stades de décomposition des cadavres afin de déterminer le moment précis de la mort et peut-être ainsi retracer le meurtrier. Ils essaient de prouver que le crime parfait n'existe pas et que les morts nous parlent. En décembre 1993, dans un secteur boisé de Virginie, un arpenteur géomètre fait une découverte macabre. Alors qu'il dressait le plan d'une nouvelle banlieue, il trébucha sur un corps à moitié enseveli. Des policiers du service de police de Fairfax furent dépêchés sur la scène du crime. Le premier enquêteur aux homicides à arriver sur les lieux était le détective Jerry Farrell. How you doing, Officer Gregory? What do you got? Got your two missed call right over here. Okay. Take a look. Bien qu'ils ne disposaient d'aucun indice pour identifier la victime, les policiers présumèrent qu'il s'agissait d'un meurtre. And Lieutenant Wilson, he's there. You want to take a look? What you're going to need is Il va nous falloir dresser un plan et restreindre l'accès au secteur. map it out the area. Ensuite, nous allons établir une zone sécuritaire d'au moins 15 mètres autour du cadavre. Area perimeter set up around this one. L'équipe d'enquête entreprit de fouiller tout le secteur. Des charognards avaient déplacé certaines parties du corps. À l'aide de photos, de croquis et de notes, les policiers enregistrèrent la position précise du cadavre. Le détective Dennis Wilson dirige une équipe d'analystes spécialisés dans les cas d'homicides qui se sont produits depuis un certain temps. Chaque indice, chaque fragment découvert, si mince soit-il, recèle peut-être la clé du crime. Les fragments de vêtements et de cheveux découverts sur le site semblaient indiquer que la victime était une femme. Il reste souvent des résidus de graisse après la décomposition d'un cadavre. L'analyse chimique d'échantillons du sol prélevés près des ossements aiderait à déterminer à quand remontait le meurtre. Sur la scène du crime, nous n'avons qu'une chance. Nous devons bien faire les choses du premier coup. Nous procédons étape par étape. Il n'y a pas d'urgence. De toute évidence, le corps est là depuis un certain temps. Nous allons tenter de recueillir tous les indices possibles et nous assurer que rien ne nous échappe. Un seul petit indice peut nous révéler son identité ou celle du meurtrier. Le cadavre était dans un tel état de décomposition que les détectives durent faire appel à des spécialistes de Washington. Douglas Owsley de la Smithsonian Institution est un anthropologue spécialisé dans l'identification d'ossements humains. Il a été appelé par exemple à analyser des ossements de soldats de la guerre de sécession. Plus récemment, il a témoigné en tant qu'expert légiste lors de procès criminels. Après avoir reçu un appel de la police de Fairfax,
Owsley se rendit au site où le squelette avait été découvert. D'habitude, les victimes d'un homicide sont envoyées à un médecin légiste afin que ce dernier établisse la cause de leur mort. Mais les médecins légistes n'analysent que des cadavres récents. Dans le cas présent, il ne restait plus que quelques ossements, ce qui relevait plutôt des compétences d'un anthropologue. 3 jours complets furent requis pour prélever tous les ossements. De retour à son laboratoire, Owsley commença par déterminer l'âge et le sexe de la victime, puis la façon dont elle était morte. Il fut assez facile de déterminer que la victime était de sexe féminin. Le bassin d'une femme est plus large. Owsley détermina ensuite que la victime était une jeune adulte, mais il ne pouvait pas être plus précis. Il n'y a pas de signe d'arthrite aiguë. Si on regarde sa colonne vertébrale, on peut constater qu'il n'y a que des altérations mineures. Donc, pas de développement d'arthrite. Son pubis est développé comme le serait celui d'une personne d'une trentaine d'années. Les sutures du crâne sont apparentes chez une jeune personne, mais se soudent avec les années et disparaissent. Dans le cas présent, elles étaient encore apparentes, ce qui confirmait l'âge déterminé plus tôt par Owsley. Elle ne mesurait que 1,52 m et avait été poignardée à maintes reprises. L'arme avait laissé des marques sur sa clavicule, ses côtes et ses vertèbres. Ce type de marque nous indique que l'individu s'est trouvé derrière elle à quelques reprises. Il y a des marques de couteau à la mi-hauteur de son dos et une marque sur la clavicule. Il y a plusieurs explications à cela. L'une d'entre elles serait que l'individu a tenté de la saisir. Dans ce cas étrange, la seule façon de faire avancer l'enquête serait d'identifier la victime. À Fort Myers, en Floride, les policiers étaient confrontés à un autre problème. Ils devaient résoudre un crime, mais ignoraient où se trouvait le cadavre de la victime. 911, what is your emergency? Yeah. Okay, one moment, sir. Betty, I have a man on the phone advised he just murdered someone. Un appel au service d'urgence de la police de Fort Myers mène à la découverte d'un dangereux psychopathe. 911, what is your emergency? I'd like to report a homicide on Piney Road. Murder, where did it happen? I'm only calling in because I see confessed to what I did. And you did it? Yeah. L'homme avoue avoir commis un meurtre peu de temps auparavant. Why did you do that? I don't know. That's normal everything, but Il déclara par la suite qu'il avait pensé se rendre aux autorités, mais qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Are you going to wait there for us? On retraça l'appel. Il provenait d'une cabine téléphonique d'un centre commercial. La standardiste essayait de garder le meurtrier au bout du fil pendant qu'un message était envoyé aux patrouilles policières du secteur. Lake County 2, 11-1, 1065, a possible signal 5 at Coral Gate Shopping Center. Orange Grove and Pondella. Orange Grove and Pondella. L'agent Paul Rose retrouva la cabine téléphonique, mais l'homme n'y était plus. À environ 2 km du centre commercial, il aperçut un suspect. L'homme marchait à vive allure sur le côté de la route en direction opposée du centre commercial. L'agent appréhenda le suspect, Paul Klein, et ce dernier admit qu'il était bien l'homme qui avait contacté le service d'urgence. L'agent lui fit la lecture de ses droits et l'emmena au poste pour le mettre en détention provisoire. 911, what is your emergency? 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 9
La veille, Klein était entré par effraction dans une maison et avait étranglé une vieille femme étendue sur un canapé. Rien ne semblait avoir été volé. Le vol n'était pas le mobile du crime. Le lieutenant Jeff Taylor découvrit le corps de la victime exactement tel que Klein le lui avait décrit. Mais il allait bientôt découvrir que cette femme n'était pas sa première victime. Klein m'a confié qu'il avait entendu des voix qui le mettaient en colère, et à chaque fois qu'il était en colère, il devait tuer quelqu'un. C'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être d'autres victimes. Je lui ai alors demandé s'il avait déjà tué avant cela, et il m'a répondu oui, 2 fois. Klein avait tué une autre femme dans une roulotte quelques mois plus tôt. Mais sa première victime était un ami du nom de Danny Webster, qu'il avait tué en août 1989, c'est-à-dire 1 an et demi auparavant. Il l'avait invité à ramasser des canettes dans un champ où il l'avait ensuite battu à mort avec un bout de tuyau. Une équipe d'enquêteurs fut envoyée à l'endroit où le meurtre avait vraisemblablement eu lieu. There you go, I got something over here. Oh, yeah? What is Well, it? work boot. Does it look like it's been there a while, or? We had information that we Nous believe. disposions d'informations selon lesquelles le crime, l'homicide, avait été commis dans ce champ. Nous avons donc effectué une fouille complète du champ et nous avons découvert cette chaussure. C'était trop tôt pour déterminer si elle appartenait à la victime, mais nous pensions que c'était fort probable. Cette chaussure était notre premier indice. Klein avait déclaré être retourné sur la scène du crime 3 jours après le meurtre. Il était arrivé pendant la nuit pour ne pas être repéré et avait nagé dans des marécages en tirant le corps jusqu'à un îlot où il l'avait démembré à l'aide d'une hache et d'un couteau de cuisine. Il avait été très facile pour Klein de se débarrasser du corps de Webster sans être arrêté. Pourtant, 1 an et demi après son crime, il avait décidé de passer aux aveux. Les enquêteurs découvrirent sur la scène du crime un petit morceau d'os qu'ils photographièrent. Malheureusement, il n'y avait pas de corps. Sans lui, il ne pourrait pas inculper Klein. Le détective Jack Shell prit quelques mesures de sécurité avant d'interroger Klein. Ce dernier était si fort qu'il avait déjà plié un panneau routier à main nue. Nous devions identifier le corps. Même s'il nous avait avoué son meurtre et nous avait dit de qui il s'agissait, nous devions prouver qui avait été tué, comment et quand. C'est le corpus delicti, le corps du crime. Nous devions établir l'identité de la victime et celle du meurtrier. I guess I must have actually hit him about, I don't know, maybe more than 200 times. I'm not sure. I just kept whacking at everything. I hit him in the legs, the arms, everywhere I could get. Face. Just his head region was more where I actually hit more than anything. But that was after he was already dead too. I just kept hitting. La confession de Klein ne suffirait pas à prouver sa culpabilité hors de tout doute. La police devait retrouver le corps. Klein leur indiqua l'emplacement de l'îlot marécageux où il avait laissé le corps. Malheureusement, même si les policiers réussissaient à le retrouver, il serait difficile de l'identifier après un séjour d'1 an et demi dans le marais. Le dossier fut envoyé à William Maples de l'Université de Floride, un spécialiste de réputation internationale en matière d'identification d'ossements humains. En 1991,
il a dirigé l'équipe qui devait exhumer les ossements du président américain Zachary Taylor, mort de façon mystérieuse en 1850. Certains historiens croyaient qu'il avait été empoisonné. Mais l'examen des cheveux et des ongles du président permit à Maples de prouver que ces allégations étaient fausses. Maples comprit tout de suite que Klein était un psychopathe et que la gravité de ses actes le laissait complètement indifférent. En Floride, les cadavres gonflent plus rapidement. Cet État est reconnu pour la chaleur de son climat, et plus particulièrement dans le secteur de Fort Myers, où le crime s'est produit. Le premier outil que le tueur a essayé d'utiliser était un couteau de cuisine. C'est un couteau très souple, très léger. Il est très coupant, très aiguisé, et on peut facilement s'en servir pour couper des os. Un couteau à beefsteak, par exemple, peut être très efficace pour couper un os s'il est bien utilisé. Donc, notre meurtrier a planté ce couteau dans le corps gonflé et a sans doute été aspergé par un liquide jaune-vert malodorant. Cela a dû être très dérangeant, même si le meurtrier n'a pas semblé être incommodé par la gravité de ses actes. Lors de ses aveux, Klein avait déclaré avoir utilisé ce type de couteau. Si l'on prend ce genre de couteau de cuisine et qu'on le frotte ou qu'on gratte sur un bout de bois ou d'os ou quoi que ce soit d'autre, on verra la lame sautiller. Ce sautillement produit un type de marque sur l'os. C'est cette caractéristique que nous cherchons et qui nous indiquera le degré de flexibilité de la lame. D'un autre côté, si nous prenons une grosse lame acérée, elle ne sautira pas. Elle va simplement racler l'os. Cela nous indique que la lame est plus épaisse et donc moins flexible. L'équipe de recherche atteignit l'îlot où Klein avait laissé le corps démembré. Si on parvenait à retrouver les ossements portant les marques d'un couteau de cuisine, on pourrait alors corroborer les aveux de Klein. Klein était censé accompagner l'équipe de recherche, mais pendant qu'il se rendait au site, il était devenu trop excité à l'idée de revoir les restes de sa victime, et l'équipe avait décidé, par mesure de sécurité, d'effectuer la fouille sans son aide. Il s'agissait d'une mission importante, car Klein, de ses propres aveux, était un dangereux psychopathe et l'auteur d'un meurtre extrêmement violent. Il fallait à tout prix prouver sa culpabilité afin de l'empêcher de tuer à nouveau. Il avait l'air normal. On ne pouvait pas se rendre compte qu'il avait des problèmes psychologiques. Mais plus il parlait, plus je réalisais qu'il disait la vérité et que les détails morbides qu'il décrivait s'étaient bien produits. Je me suis dit alors que seulement un fou avait pu commettre de tels actes et en parler avec autant de calme et de façon si cohérente. Klein avait un surnom qu'il n'aimait pas. Il tenait les bras éloignés de son corps lorsqu'il marchait et les enfants l'appelaient Popeye. Il déclara qu'il avait assassiné Danny Webster parce que ce dernier n'arrêtait pas de l'affubler de surnoms et qu'il ne pouvait pas le supporter. I'm feeling pretty good. Everything's all right. I just have to go ahead and, I don't know, I think I feel almost a little dizzy for that matter. I have to eat a little bit of something, take my medication. Is that person in the march Danny Webster? Yes, ma'am. Yep, that's him. All right, that was him. Why did He was always being cruel and, I don't know, calling me names and stuff. And I'm Watch your fault, okay? Watch your head, Dad. Hey, thank you, ma'am. I appreciate everything.
L'îlot où Klein avait laissé le corps était en partie submergé et exposé aux marées, ce qui rendait la recherche d'indices très difficile. On retrouva finalement d'autres ossements. Le corps avait été découpé exactement comme Klein l'avait déclaré. Je lui ai demandé comment il avait fait pour démembrer le corps. Il m'a répondu, je crois, comme je fais d'habitude. J'ai découpé la jambe gauche, le bras gauche, la tête, le bras droit, la jambe droite dans un mouvement circulaire, comme ça. Il s'est servi d'une hache. Il m'a dit où se trouvait cette hache. Son père était allé la porter à leur maison, située dans un autre état. Puis il était revenu. Les fragments d'os découverts sur l'île furent envoyés au FBI pour être analysés. Le FBI confirma que les ossements portaient des marques de hache, que ce genre d'outil avait bien été utilisé pour démembrer le corps. Lors de sa confession, Klein avait déclaré avoir réservé un traitement spécial à la tête de sa victime. Yep, got his head off with the paring knife, and the head, there was more or less like in pieces, and I tossed it right on an embankment about 25, 30 feet from the mangroves, and I stuck it there for like, I had it there for like the longest time, I guess something like 3.5 months. Il m'a raconté qu'il revenait voir la tête. Il allait la voir tous les soirs et il lui parlait. Après un certain temps, elle était très décomposée et il n'a plus voulu la voir. Il s'en est alors débarrassé. Klein trimbalait la tête avec lui dans un sac de papier et il lui parlait. Un jour, il avait aperçu une voiture de police et, pris de panique, il l'avait lancée dans le canal. Il ne se souvenait plus où exactement. Une équipe de plongeurs de la police fouilla le secteur où Klein croyait avoir jeté la tête de Danny Webster. C'était un endroit où l'eau était trouble et fréquentée par des alligators. Ils n'y découvrirent que quelques noix de coco. Si la tête n'était pas retrouvée, il serait très difficile de prouver qu'il s'agissait de Danny Webster. Tout comme dans le cas de Fairfax, les enquêteurs allaient devoir faire appel à la science pour mettre ce meurtrier derrière les barreaux. Au Musée des sciences naturelles de Washington, les visiteurs peuvent admirer les merveilles de notre univers. Mais ils ignorent qu'ils ne sont qu'à quelques mètres d'un entrepôt où se trouvent les restes de victimes d'homicide. Les enquêteurs de Fairfax, en Virginie, firent appel au spécialiste Douglas Owsley pour les aider à identifier la victime d'un homicide brutal. Le corps était décomposé. Il ne restait plus que le squelette. Owsley établit que la victime était une femme âgée entre 27 et 34 ans et qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Mais qui était-elle et d'où venait-elle? Lorsqu'on travaille avec la police à l'identification d'une victime, très souvent, quand les ossements arrivent au laboratoire ou quand on participe à la récupération des ossements, l'identification se fait rapidement. Quelqu'un a été porté disparu. On peut obtenir les dossiers médicaux, comparer les données à la victime et l'identifier dans un court laps de temps. Mais des analystes ne parvinrent pas à établir le lien avec une personne disparue. Owsley aurait besoin de tous les indices possibles pour reconstituer la vie de la victime et découvrir son identité.
Les effets personnels découverts près de la victime n'étaient pas nombreux. Une pince à cheveux bon marché et un peigne. Son jean était complètement décomposé, mais ses sous-vêtements en fibres synthétiques avaient résisté au temps. Des sandales légères indiquaient que le crime avait été commis pendant la saison chaude. Ses cheveux étaient châtain clair, ainsi que nous l'avons déterminé lors de l'analyse des cheveux découverts sur la scène du crime. Nous savons qu'elle portait du vernis à ongles parce que nous avons retrouvé des ongles sur la scène. C'était un vernis rose foncé, lustré. Comme on peut le voir, il y avait beaucoup d'éléments à vérifier. Sur une des boucles d'oreilles découvertes près du corps se trouvaient des fragments de tissu humain. Le métal de la boucle avait empêché la décomposition. Ces boucles furent ajoutées à un portrait robot distribué partout aux États-Unis. Petit à petit, difficilement, les détails de la vie de la victime commençaient à faire surface. Il y avait des signes de traumatisme sur la colonne vertébrale. Des petites dépressions entre les vertèbres indiquaient que les disques étaient usés. La victime faisait peut-être un travail où elle devait soulever des objets lourds. Elle avait déjà pris soin de ses dents, mais pendant les années qui avaient précédé sa mort, elle avait cessé de s'en occuper. Elle avait des plombages sur les dents avant, mais il lui manquait 5 molaires. Des taches noires indiquaient qu'elle fumait peut-être. L'impression générale que cela nous laissait, et cette impression provenait non seulement de sa dentition, mais aussi des objets que nous avons découverts, c'est le sentiment que cette personne n'avait pas beaucoup d'argent, qu'elle était issue d'un milieu très modeste. L'information obtenue par Owsley fut envoyée au service de police de Fairfax, où le détective Bruce Coote dirige le département des homicides. Dans ce secteur, la plupart des meurtres sont commis par des personnes qui connaissent leurs victimes. En général, une fois la victime identifiée, les policiers interrogent les voisins et les parents pour en savoir plus sur son mode de vie, ses amis et ses ennemis. Une chaîne d'indices peut très souvent les conduire au coupable. Dans son cas, nous ne connaissons pas son identité. Tant que nous ne la connaîtrons pas, cela nous sera difficile d'aller plus loin. Les enquêteurs examinèrent les indices découverts sur la scène un par un. La police distribua le portrait robot de la victime ainsi que les détails pertinents partout aux États-Unis. Même si ce cas remonte à 2 ans, l'enquête est ouverte et il m'arrive encore de suivre des pistes. Je reçois des demandes d'informations environ 2 ou 3 fois par mois. J'en ai reçu récemment de Philadelphie, de New York et de l'Ohio. Malgré des efforts continus, le service de police de Fairfax ne parvint pas à identifier la victime. Afin de faciliter les recherches, Douglas Owsley fournit des informations qui permirent alors de faire un second portrait robot à l'aide d'un logiciel du FBI. Lorsqu'on étudie un crâne et qu'on tente de déterminer de quoi l'individu avait l'air, on se fie à la forme du crâne. La forme du visage sera déterminée par le crâne lui-même. En plus du visage, nous devons prendre en considération par exemple les vêtements que nous avons découverts, parce qu'ils nous aident à évaluer la taille et le poids d'un individu. À partir de l'image du crâne, l'ordinateur ajoute les caractéristiques en plusieurs couches successives. Des repères de caoutchouc indiquent l'épaisseur approximative des tissus. Ces mesures sont établies à partir de données anthropométriques provenant de personnes du même sexe et du même âge. Les cheveux découverts sur la scène du crime ainsi que la pince de plastique et le peigne suggèrent un style de coiffure. La victime avait des dents avancées, un écart entre les 2 dents du haut et un plombage de porcelaine. On a donc choisi de la représenter affichant un sourire afin de montrer ses caractéristiques. Malgré tous les efforts déployés, le second portrait n'a pas suscité de réaction lors de sa distribution à travers le pays.
Une partie du problème réside dans le fait que les policiers ne savent pas exactement à quel moment le meurtre s'est produit. Lors de la découverte du squelette en 1993, les os étaient secs et la chair décomposée depuis longtemps. On peut présumer qu'il s'est écoulé au moins 1 an et demi avant la découverte du squelette. Mais personnellement, je crois que ça remonte à encore plus loin. Nous avons découvert une pièce de 25 cents qui date de 1980. Si on essaie de situer le crime dans le temps, on pourrait dire qu'il remonte au maximum à 1980 et au plus tard à 1991. La difficulté de dater un crime pourrait bientôt ne plus exister. Dans une ferme cimetière au Tennessee, une étude insolite est en cours. On y utilise la chair et les os de cadavres. À Fairfax, en Virginie, les policiers continuent à chercher des indices sur l'identité d'une femme découverte en banlieue de Washington. À Fort Myers, en Floride, un tueur en série conduit des policiers à un corps sans tête. Dans les deux cas, le travail effectué au laboratoire de recherche anthropologique du Tennessee sera précieux. Son directeur, William Bass, est anthropologue légiste à l'Université du Tennessee à Knoxville. Bass est un spécialiste du squelette humain. Lorsque quelqu'un vient de mourir, ses caractéristiques morphologiques telles que les empreintes des doigts et des paumes de main peuvent aider à son identification. Mais lorsque ces caractéristiques ont disparu et qu'il ne reste plus que les os, le cas est référé aux spécialistes de l'anthropologie légiste. Le département dirigé par Bass reçoit environ 1 corps par semaine pour y être identifié. Certaines régions du Tennessee sont littéralement devenues des dépotoirs pour les victimes d'homicides. On ne le croirait pas, mais les autoroutes sont de véritables avenues du crime. On peut kidnapper quelqu'un à Chicago, descendre par l'autoroute 75 qui traverse Cincinnati, puis Lexington au Kentucky et enfin le Tennessee. Le seul secteur vraiment rural lorsqu'on se dirige vers la Floride, c'est le Tennessee. Et on y retrouve beaucoup de cadavres abandonnés le long des routes. Il y a tant de corps que Bass a dû mettre au point un système d'entreposage. Chaque squelette est placé dans une boîte. On doit les ranger ainsi pour ne pas perdre d'informations importantes. Sur les étagères qui l'entourent se trouvent plus de 2000 squelettes qui lui ont été envoyés par les différents coronaires de l'État. Avec l'aide d'anciens élèves, Bass aide la police à déterminer le sexe, la race et les autres caractéristiques des corps non réclamés. C'est en accomplissant ce travail que Bass s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'études exhaustives sur le processus de décomposition. Il a aménagé une réserve près de Knoxville qui est en quelque sorte une ferme-cimetière. Ici, on ne cultive que la mort. Des cadavres humains qui se décomposent au grand air. Ces expériences lui indiqueront quelles influences ont les conditions atmosphériques sur le processus de décomposition. Ce corps nous permet d'analyser la chair après le passage des asticots. Ce cadavre a été laissé à l'extérieur pendant 1 an. Les vers ont nettoyé l'intérieur mais laissé la peau pour se protéger. Les asticots n'aiment pas la lumière et ils utilisent cette membrane comme parasol pour se protéger du soleil. On retrouve donc souvent des corps comme celui-ci qui sont recouverts d'une peau qui retient les os, même s'il ne reste plus aucun organe interne. Les spécimens utilisés pour l'expérience de Bass proviennent de 2 sources. Certains d'entre eux sont les corps de personnes qui ont donné leur corps à la science, d'autres sont des cadavres non réclamés
qui ont été envoyés au laboratoire par des coroners. Après que les cadavres aient été laissés à l'extérieur pour la décomposition, ils sont rapportés au laboratoire pour y être analysés. La dissection de ces corps permettra de comprendre l'effet des éléments sur la peau, les os et les tissus. Ces données aideront ensuite la police à déterminer depuis combien de temps la victime d'un homicide est morte. Afin d'empêcher l'accès du terrain à d'éventuels curieux au penchant morbide, des gardiens surveillent étroitement la ferme-cimetière. Bass dispose les corps de la même façon que les meurtriers. Nous tentons d'être aussi réalistes que possible. Nous essayons de ne rien faire d'artificiel. C'est exactement ainsi dans la nature. Nous avons ici une automobile qui nous sert à évaluer le processus de décomposition de victimes qui se trouve dans un véhicule, soit sur le siège du passager, soit dans le coffre arrière. Un cadavre placé dans un coffre de voiture a été enlevé depuis, mais il a laissé certaines traces derrière lui. Il s'agit de pupes de chrysalide. Quelques minutes seulement après la mort, les mouches sont attirées par le cadavre et y pondent leurs œufs. Lorsque les œufs éclosent, il en sort des larves qui se nourrissent de chair en décomposition avant de devenir des mouches à leur tour. Nous pouvons affirmer que ce spécimen a séjourné dans le coffre pendant au moins 21 jours à cause du nombre de pupes qui ont été recueillies ici. Il y avait un autre corps sur le siège arrière de la voiture. Il a laissé lui aussi des indications sur le moment de la mort. Les cheveux. La chevelure d'un cadavre tombe après une semaine. Bass a remarqué que la chaleur produite dans un véhicule fermé accélère le processus de décomposition. Certains des cadavres ne sont morts que depuis une semaine. Eh bien, il n'est pas allé très loin. Voyons voir de quoi celui-là a l'air. Il est à peu près dans le même état. D'autres sont beaucoup plus vieux. Il y a des asticots ici, mais celui-ci est gelé. Il s'est éloigné de la chaleur du corps et n'a pas pu retourner au cadavre. Il y en a quelques-uns ici. Je vais repousser ceci un peu plus et nous allons voir ce qu'il y a dessous. Je ne suis pas sûr de ce que je vais trouver. Voilà, il y a des asticots ici. Ils sont au ralenti, ils ne semblent pas très actifs, probablement à cause du froid. Chaque mois, Bass envoie des échantillons d'eau et de cheveux au FBI pour les faire analyser. Les échantillons proviennent de divers spécimens de la ferme, soumis à différentes conditions environnementales. Le FBI analysera comment la température, l'exposition aux éléments et l'environnement affectent la structure de l'ADN. On peut procéder à l'analyse de l'ADN sur les asticots et ils nous indiqueront l'ADN de la victime. Si l'individu consommait des drogues, on pourra le voir grâce à l'analyse des asticots. Il y a aussi les acides gras volatiles, qui sont la matière gluante, ici. Ces acides émanent des cadavres. Nous pouvons prélever cette matière et déterminer le moment de la mort jusqu'à concurrence d'environ 2 ans. Dans d'autres secteurs de la ferme, des cadavres ont été placés dans des cercueils sur le sol. Des tubes de drainage permettent l'analyse d'échantillons de fluide et d'air sans qu'il faille ouvrir le couvercle du cercueil. Tout près, des corps ont été placés dans des cercueils à 2 mètres de profondeur. Leur accès est possible grâce à un caniveau. Ici, Bass et son équipe étudient les effets de l'enfouissement sur le rythme de décomposition. Souvent, les meurtriers démembrent leurs victimes et en éparpillent les différentes parties. Un autre secteur de la ferme-cimetière a donc été réservé aux cadavres sectionnés. Le travail de Bass n'est pas toujours un travail de science exacte,
mais c'est un précurseur en la matière. Ces études aideront la police à identifier les victimes d'homicides découvertes longtemps après le crime. Dans le cas de Danny Webster en Floride, les policiers ne disposaient que de certaines parties du corps. Le travail du meurtrier avait été efficace. C'était maintenant au tour de la criminalistique de faire ses preuves. Au bureau du shérif de Fort Myers en Floride, Paul Klein avait avoué avoir tué Danny Webster, puis démembré son corps et disposé de sa tête. Les quelques ossements découverts sur l'île marécageuse étaient vieux d'1 an et demi. Il serait peut-être impossible de faire la preuve formelle qu'il s'agissait bien des os de Danny Webster. Klein avait bien camouflé son crime. Avant de décapiter le corps, il avait pris soin d'arracher les dents, sachant qu'elles pourraient être utilisées pour identifier la victime. Il a déclaré qu'au lieu de creuser une fosse normale, il avait creusé à trou rond, comme lorsqu'on jette des rebuts. Il a assis la victime dans le trou, puis il l'a enfoncé en la poussant sur les épaules. Lorsqu'il s'est aperçu que le corps ne descendait pas complètement, il s'est mis à sauter dessus jusqu'à ce que la pression le fasse rentrer au complet. Puis, il l'a recouvert de terre et de branchailles. Ensuite, tel qu'il nous l'a décrit, il s'est couché sur le ventre, a glissé dans l'eau comme un alligator, et il a nagé jusque chez lui. Klein était-il un psychopathe ou l'auteur du crime parfait? Le crime parfait. Et que pensez-vous de Jimmy Hoffa? Avons-nous résolu le crime de Jimmy Hoffa? Nous ne savons même pas où il est. Comment pouvons-nous résoudre un crime si nous ne savons pas où est le corps? Eh bien, les meurtriers pensent de la même façon. Si on laisse le corps, il y a de grandes chances qu'on se fasse prendre, parce qu'il y a tous ces départements du FBI et tous les anthropologues légistes du monde qui participent à l'enquête. Mais s'il n'y a pas de corps, comment pouvons-nous même savoir qu'il y a eu un crime? Muni d'un mandat de perquisition, le détective Harry fouilla l'appartement de Klein. Il comprit tout de suite que Klein nourrissait sa compulsion à tuer par ses lectures. Nous avons trouvé là à peu près tous les livres qui ont été écrits sur les meurtres, comme l'histoire du fils de Sam, l'étrangleur de Hillside. C'était ça, livre après livre. Il fallait à tout prix identifier le corps de Danny Webster à partir des quelques ossements retrouvés. Si on n'y parvenait pas, l'enquête serait bloquée. Dans l'espoir de corroborer les aveux de Klein et de le faire inculper, l'anthropologue William Maples tenta de déterminer l'âge, le sexe et la race du squelette. Voici la diaphyse de l'os, et puis voici l'épiphyse, le bout de l'os. Elles sont séparées pendant l'enfance, mais elles se transforment lentement. À la fin de sa croissance, l'épiphyse fusionne à la diaphyse. Sur les os découverts dans cette enquête, la fusion n'était pas encore terminée. Maples put ainsi déterminer l'âge de la victime, entre 17 et 23 ans, soit l'âge approximatif de Danny Webster. On détermine presque toujours le sexe grâce au bassin, qui est plus étroit chez l'homme que chez la femme. Dans ce cas-ci, il provenait de toute évidence d'un homme. Découvrir la race de la victime serait bien plus difficile, surtout sans la tête. Pour ce faire, Maples analysa le fémur. La courbure de cet os est beaucoup plus accentuée chez un homme de race blanche que chez un homme de race noire. Dans le cas d'un homme noir, la diaphyse est plus plate, plus droite, sans la courbure à l'avant. L'ampleur de la courbure indiquait clairement que nous avions affaire à un homme de race blanche. Maples examina ensuite les os afin d'y retrouver les marques de sautillement qui caractérisent l'emploi d'un petit couteau de cuisine. Les tueurs, en général, ne sont pas assez stupides pour se servir de couteau de cuisine. Nous n'avons donc pas beaucoup d'informations à ce sujet.
Mais les résultats étaient positifs. À la fin de son analyse, Maples pouvait conclure que les os correspondaient à la description de Danny Webster. Les aveux de Klein pourraient corroborer ces faits. Pour l'inspecteur Jeff Taylor, l'enquête était close. Paul Klein a été interné dans une institution pour les handicapés mentaux à Chattahoochee, en Floride. Mais à Fairfax, en Virginie, les policiers sont toujours dans l'impasse. La victime de l'homicide n'a pas été identifiée. Son meurtrier est toujours en liberté et peut récidiver. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis la découverte du corps d'une femme en Virginie, près de Washington. Les détectives de Fairfax, Jerry Farrell et Dennis Wilson, ont fait circuler une description de la victime, son dossier dentaire et une description de certaines des blessures relevées par l'expert légiste Douglas Owsley. Comme certaines personnes avouent parfois des crimes qu'elles n'ont jamais commis grâce aux détails diffusés par les médias, Farrell et Wilson ont préféré taire certaines informations. Ceci leur permet de vérifier si les aveux sont bien réels ou ont été inventés. Mais les policiers de Fairfax n'ont obtenu aucun aveu. Après 2 ans de recherche dans les dossiers de personnes disparues, ils n'ont pas encore découvert l'identité de la victime. Même aujourd'hui, nous pensons encore beaucoup à elle. Nous espérons que grâce au portrait robot que nous avons fait faire, quelqu'un parviendra à la reconnaître, communiquera avec la police et nous donnera d'autres informations à son sujet. Si nous voulons empêcher que cela ne se reproduise, il nous faut découvrir qui a commis ce meurtre. Nous avons envoyé des centaines de communiqués, des centaines d'affiches. Nous allons probablement le refaire encore. Au moins 1 ou 2 fois par an, nous en parlons à la télévision, dans les médias. Nous demandons aux journaux de publier le portrait composite. Non seulement nous publions le portrait, mais aussi des photos de ses vêtements. Il s'agit d'un dossier encore très actif. La croissance démographique et la grande mobilité de la population rendent la résolution des crimes plus difficile. À l'avenir, on retrouvera peut-être de plus en plus de cas comme celui de Fairfax, où les parents et amis de la victime ignorent son décès. Je crois que les enquêtes en homicide sont devenues plus complexes. À présent, les meurtriers s'attaquent à des inconnus, alors que par le passé, c'était plutôt à des membres de l'entourage immédiat, de la famille. C'est la raison pour laquelle la criminalistique est devenue si importante. S'agissait-il du travail d'un tueur en série? Douglas Owsley croit que non. Le corps avait été enterré à la hâte et le meurtrier ne disposait pas d'outils pour le démembrer et mieux le cacher. Les tueurs en série comme Paul Klein sont mieux organisés. L'auteur de cet homicide n'est pas aussi spécialisé. Bien sûr, le résultat a été tragique, mais il était moins bien préparé pour réussir ce qu'il était venu accomplir. Cependant, il est parvenu à enlever la vie de quelqu'un et à échapper à la justice pendant toutes ces années. Nous ne sommes pas parvenus à assembler tous les éléments et à retrouver sa trace. Malgré les embûches, les enquêteurs de Fairfax n'abandonnent pas le combat. Quelqu'un tôt ou tard parlera de cette affaire. C'est un de nos principes, les rapports entre les individus changent. La technologie change. Je crois fermement que nous pouvons résoudre cette enquête. C'est pour cela que nous n'avons pas abandonné. On finira par savoir. Oui, je crois aussi que nous allons y parvenir. Certaines enquêtes prennent plus de temps, c'est tout. Quant à William Maples, il est convaincu que les meurtriers parviennent de moins en moins à échapper à la justice. Bien sûr que non. Ils ne respectent pas les règles de prudence.
Ils prennent des risques, font des choses que nous ne ferions pas. Ils ne respectent simplement pas les règles. Et c'est ce qui nous aide, parce que ça signifie qu'ils font beaucoup d'erreurs. Et c'est en prenant ces risques qu'ils finissent par se faire prendre. Les sensations fortes que cela procure sont très importantes, mais cela signifie prendre des risques. Et Dieu merci, plus ils prennent de risques, plus nous avons de chances de les arrêter.